Dans l'actualité ce soir, pour la réconciliation nationale, les chefs coutumiers traditionnels sont convaincus que les valeurs culturelles et traditionnelles peuvent aider à l'aboutissement du processus. Ils l'ont dit au ministre en charge de la réconciliation nationale qu'ils viennent de rencontrer ce mercredi. Comment comptent-ils s'y prendre? Les détails à suivre dans ce journal. Et l'invité de ce journal, c'est le directeur général des impôts. Il vient nous parler des travaux des assises nationales sur la fiscalité qui s'ouvre demain. Une rencontre qui vise à offrir aux acteurs du développement un large cadre de concertation, de réflexion, mais aussi de débat en vue de leur permettre de se familiariser avec le dispositif fiscal qui prend part à ces assises. Sous quel format ces assises se tiennent-elles? Monsieur Moumouni Lougué est sur ce plateau donc pour répondre à nos questions. Et dans cette édition, pour notre feuilleton Une semaine A, cette semaine, nous déposons nos valises à Bitou. Et qui parle de Bitou ne peut occulter l'activité douanière et l'embouteillage constaté dans la ville. Embouteillage dû au trafic important entre le Ghana, le Togo, le Niger et même provenant de la Côte d'Ivoire. Images et constats à suivre dans ce 20h. Et dans ce 20h, la saison des pluies qui s'annonce difficile dans la boucle du Mouhoun, un retard des pluies qui n'est pas sans conséquence sur la campagne. Les producteurs, quant à eux, déplorent la lenteur constatée dans la mise à disposition des intrants, surtout l'engrais. Constat à suivre dans ce 20h. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, une délégation de la Haute Cour de justice chez le président de l'Assemblée nationale. Le président de la Haute Cour de justice, Khalil Bara, et une délégation de son institution ont été reçus ce mercredi par Alassane Bala Sakandé. C'est une visite de courtoisie et Khalil Bara en a profité pour évoquer les activités envisagées par la Cour. Marguerite Douagneau. Installés en avril dernier, les membres de la Haute Cour de justice rendent une visite de courtoisie ce matin au président de l'Assemblée nationale. La délégation est surtout venue faire le point des activités majeures inscrites dans l'agenda de l'institution à Alassane Bala Sakandé. Il y a un grand besoin de formation. Formation d'abord des juges parlementaires. Comme la plupart de ces juges ne sont pas des professionnels de droit, il va falloir leur inculquer quand même le BABA, les notions de droit. Alors, donc ça c'est déjà une activité qui est pour nous prioritaire. Et même les juges professionnels aussi ont besoin d'un recyclage parce que les procédures ne sont pas totalement les mêmes que les procédures de juridiction de droit commun. Je crois qu'il y a un procès qui avait lieu lors du mandat passé, mais qui n'a pas encore abouti, qui nécessite certainement une réouverture. Alors, donc ça aussi c'est une activité majeure à notre niveau. Le fonctionnement de la Haute Cour de justice en termes de ressources financières et en personnel d'appui est porté par l'institution parlementaire. Aussi, la délégation dit-elle être venue solliciter davantage de soutien et de conseils au chef du Parlement burkinabé. L'actualité à la une ce soir, les chefs coutumiers et traditionnels veulent jouer leur partition dans le processus de réconciliation nationale en cours au Burkina Faso. Ce 27 juillet, ils ont rencontré le ministre en charge de la question pour insister sur leur apport à travers les valeurs culturelles et traditionnelles. Issa Kanana. Ces chefs coutumiers et traditionnels, membres de l'Observatoire des valeurs culturelles, échangent avec le ministre en charge de la réconciliation nationale. Venus des 13 régions du pays, ils sont là pour apporter leur contribution au processus de réconciliation. Convaincus que la paix et la cohésion sociale passent avant tout par une contribution des communautés à la base, ces garants de la tradition entendent ainsi jouer leur partition. Construire une nation, c'est chercher à développer toutes les régions de façon équitable. N'oubliez personne. C'est faire de l'inclusion sociale une réalité. C'est dépasser les barrières politiques et travailler sur nos valeurs sociales. C'est un travail d'ensemble. Tous les acteurs de ce pays doivent pouvoir se mettre à la tâche pour qu'on puisse avoir la paix dans ce pays. C'est l'essentiel. La réconciliation nationale est un processus de longue haleine selon ces chefs coutumiers.
Face à Zéphirin Diabré, ils expriment leur disponibilité à être des porte-voix auprès des communautés. Les problèmes des communautés, plus les problèmes politiques, plus d'autres problèmes, ça fait beaucoup. Et nous voulons marquer notre disponibilité et apporter également notre pierre pour que la génération retienne que leurs dévanciers ont fait quelque chose. L'union, l'entente, la cohésion sociale, le vivre ensemble sont les valeurs cardinales pour le développement d'une nation, foi de l'Observatoire des valeurs culturelles. Ils tendent ici la main au ministre Zéphirin Diabré afin qu'ensemble, ils puissent travailler pour une réconciliation nationale véritable au Burkina Faso. Et la réconciliation nationale est aussi l'affaire des politiques. Maître Herman Yamego et des camarades viennent de lancer un nouveau mouvement dénommé les 3 R, réconciliation, refondation et reprise. La présentation du mouvement est intervenue ce 26 juillet à Ouagadougou en présence de Nyarkiteda. Herman Yameogo a encore créé la rupture collective fondée sur une trilogie réconciliation, refondation et reprise, les 3 R. C'est un concept propre au Tékré du Boulkemdé pour sonner la fin de la récréation. Selon lui, l'heure est grave et il faut changer la donne. Ce pays n'est le champ de personne. Ce pays, c'est notre champ collectif. Quand on est un digne fils de ce pays, voir ce qui se passe au Burkina Faso et garder le silence. On ne peut pas. Trop, c'est trop, s'exclame le leader des 3 R dans une salle acquise à sa cause. Et son mouvement sonne ici la cloche pour une solution collective qui passe par un dialogue franc et inclusif. On ne peut pas parler de dialogue national dans ce pays pour parler des problèmes du pays et sélectionner les gens qui vont aller dans ce dialogue. On ne peut pas faire cela. Regardez, écoutez au jour d'aujourd'hui. On a des gouttes que pour ce qui intéresse les élections, ce qui intéresse la CENI, ce qui intéresse les efforts, c'est ça qui intéresse les politiques. Mais quand on fait de la politique, c'est pour aussi servir le pays. Pour cela, il sollicite la libération des détenus de la MACA et le retour des Burkinabés en exil sans condition, avec à leur tête l'ancien président Blaise Compaoré. Aujourd'hui, il faut que vous sachiez que ceux qui parlent du jugement de Blaise Compaoré, c'est une injustice de plus, c'est une aberration. Le 11 juin 2012, il a été amnistié, de même que tous les anciens présidents depuis 1960. Amnistié, ça veut dire qu'il n'y a pas de poursuite pour lui. Herman Yamego n'est pas seul dans ces mouvements. 5 partis politiques et une dizaine d'organisations de la société civile l'accompagnent. Prochaine étape, une tournée dans les 45 provinces du pays. Et puis le Fonds burkinabé de développement économique et social, de son côté, souhaite entraîner les jeunes à utiliser à bon escient les innovations technologiques et scientifiques pour lutter contre le chômage. Il a lancé une campagne de communication le 24 juillet dernier à l'université Norbert Zongo de Koudougou, et c'était donc en présence de Sébastien Zongo. Le Fonds burkinabé de développement économique et social à la rencontre des étudiants de l'université Norbert Zongo de Koudougou. Un fonds qui offre des opportunités de financement sans garantie à travers ses programmes de développement comme Burkina Startup destinés aux jeunes. Il y a eu beaucoup de propositions, notamment 259 propositions de projets, mais malheureusement il y a 16 qui sont passées. Ça veut dire que la qualité des projets qui sont soumis, il y a un petit problème avec la qualité des projets. Et ce que nous allons apporter ici, c'est aider les étudiants à bien comprendre toutes les facettes liées au montage d'un bon projet innovant. Comment passer de l'idée à un projet innovant dans les secteurs porteurs de la région du Centre-Ouest? La démonstration sera faite par les communicateurs à travers le thème « Innovation technologique et scientifique ». Quelle contribution du Fonds burkinabé de développement économique et social dans le processus de lutte contre le chômage au Burkina Faso? Le fonds est toujours avec nous pour nous aider à avancer dans le chemin qui est celui des universités à l'heure actuelle, de faire en sorte que les mentalités changent au regard de l'emploi des jeunes, que les mentalités changent au profit justement de l'idée de se dire qu'on peut s'auto-employer et créer des emplois. Tout est fait
pour que la question de transparence, d'équité soit faite. Quand vous regardez dans le comité d'experts, il y a le REDLAC que nous avons intégré là-dessus parce que nous estimons que tous les Burkinabés doivent avoir la même chance. Que tu sois du Nord au Sud, que tu sois de Tokomayel, que tu sois de Koudougou, tu dois postuler à ce programme-là et que tu dois avoir la même chance que quelqu'un qui a Ouagadougou. Gawa et Bobo Dioulasso sont les prochaines étapes de cette campagne de communication qui vise les jeunes de l'ensemble du pays. Le Fonds burkinabé de développement économique et social est lourd de 10 milliards de francs CFA de financement sur la période 2017 à 2021. On en vient à l'invité de ce journal. Je le disais en titre, c'est demain que s'ouvrent à Ouagadougou les travaux des Assises nationales sur la fiscalité. Et pour en parler, nous sommes avec le directeur général des impôts, M. Moumouni Dougué. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, monsieur Kindo. Merci de venir répondre à nos questions. Alors, quand on parle des Assises nationales sur la fiscalité, c'est quoi exactement? Les Assises nationales sur la fiscalité constitue effectivement une grande première. Et donc, c'est une grande réunion regroupant donc l'ensemble des forces vives du pays et également tous les acteurs du développement. Donc, pour réfléchir sur en fait la fiscalité, notamment les atouts, les contraintes et justement faire des propositions afin donc de reformer cette fiscalité-là pour qu'elle s'adapte donc mieux au développement de ce pays. Donc une façon de se familiariser avec le dispositif fiscal. Oui, certains sont déjà familiers, donc, mais les opérateurs économiques, eux, très souvent, ne sont pas familiers donc au dispositif fiscal, et donc c'est bien l'occasion pour eux de se familiariser. Oui. Donc on en vient donc aux acteurs même qui sont concernés par cette rencontre. Qui sont ces acteurs? Oui. Alors, il y a plusieurs catégories. Donc, on a d'abord les administrations et les institutions. Donc, par exemple, on a le CS, le Conseil économique et social. On a les ministères. Et on a les universités. On a, par exemple, l'ENAREF, l'École nationale des douanes, etc. On a également le secteur privé. Le secteur privé, donc les groupements professionnels, sectoriels. Et on a, par exemple, l'ONECA, donc l'organisation et l'ordre national des comptables, les experts comptables. Voilà, les experts comptables. On a l'association des fiscalistes, des conseils fiscaux. Et on a également des organisations de la société civile, notamment le RENLAC, par exemple, qui est invité. On a le SPONG, par exemple, qui est invité. On a également, au niveau donc sous-régional, des organisations sous-régionales, on a l'UEMOA qui devrait participer, la CEDEAO, et au niveau des partenaires techniques et financiers, nous avons la Banque mondiale, le FMI, et toutes ces structures-là donc sont invitées. Et nous avons des personnes ressources, des éminentes personnalités qui devraient donc également intervenir. Comme quoi, quand on parle d'assises, il faut un large spectre? Absolument. C'est vraiment un large spectre, comme vous le dites, qui, en tout cas, va regrouper l'ensemble des sensibilités, l'ensemble des différents corps professionnels pour réfléchir vraiment, voir les atouts, les insuffisances de notre fiscalité et travailler donc à faire des propositions
pour l'adapter au développement. Et maintenant, le format sous lequel se tiennent ces assises. Alors, merci. Ces assises prennent le format suivant. Hein. Il y aura une conférence inaugurale, donc une communication introductive qui sera donnée par le grand professeur fiscaliste, hein, le professeur Michel Filga Sawadogo. Et après cela, après cette conférence inaugurale-là, il y aura 4 autres conférences et 4 autres thèmes développés par également d'imminentes personnalités, notamment un thème portant sur la gouvernance fiscale, hein, et un autre thème portant sur la dépense fiscale. La dépense fiscale, en fait, sont les exonérations que l'on accorde, et un autre thème portant sur la modernisation de l'administration fiscale. Hein. Voilà. Donc, l'ensemble de ces thèmes-là seront traités. Et d'abord en plénière, donc il y aura une plénière, dont la conférence inaugurale et les différents thèmes seront traités en plénière. Ensuite, les assises vont se scinder donc en 4 ateliers, donc 4 ateliers pour traiter donc des différents thèmes, notamment la dépense fiscale, la gouvernance, la dépense fiscale, et puis les exonérations, hein, c'est ça la dépense fiscale. Voilà. Oui, donc c'est très important. Oui. Oui, et le thème central même, c'est quelle politique fiscale pour l'instauration d'une fiscalité de développement au Burkina Faso? Pour vous, à quoi renvoie ce thème? Ce thème renvoie en fait au financement du développement. Comment financer grâce à l'impôt le développement. Et justement, ce thème nous amène effectivement à concilier les impératifs budgétaires, puisqu'on a besoin de la fiscalité pour abonder le budget, mais d'autre part, on a également besoin d'accorder des incitations aux entreprises pour que effectivement, elles investissent, puisque, in fine, sont-elles donc qui payent les impôts. Donc, il faut un juste dosage entre, justement, la volonté de l'État d'avoir le maximum de recettes et également le besoin de développement donc, des entreprises. Donc, il n'y a pas que seulement la pression fiscale, la pression de l'assiette fiscale, mais on permet aussi à ces entreprises de pouvoir jouer leur rôle comme il se doit. Pour terminer, monsieur le directeur, les résultats attendus au terme de ces assises. Oui. Alors, au terme de ces assises, nous entendons que ces assises-là accouchent vraiment d'un diagnostic vraiment sans complaisance donc de la situation fiscale, du système fiscal burkinabé, et que ces assises donc fassent des propositions donc d'amélioration de la gouvernance fiscale, comment mieux gérer l'impôt, des stratégies pour la fiscalité locale. Et j'avais d'ailleurs oublié ce thème-là qui est essentiel, et c'est d'ailleurs moi qui préside l'atelier portant donc sur le thème donc de la fiscalité locale. Quelle fiscalité locale pour assurer le développement des collectivités territoriales, afin donc d'accompagner les collectivités territoriales, accompagner la politique de décentralisation. Voilà, il faut booster le développement à la base. Voilà. Et également, bien sûr, rationaliser la dépense fiscale. Et il ne faut plus accorder des exonérations tous azimuts, il faut les rationaliser et vraiment accorder les exonérations là où il faut, voilà, là où il y a vraiment développement. Et également, décrire la stratégie que l'administration fiscale donc, doit désormais
adopter pour mieux traiter avec les contribuables. Voilà grosso modo ce que l'on attend donc des assises nationales. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur général des impôts, Monsieur Moumouni Lougué, et vous êtes venu nous donner des éclairages sur les assises nationales, sur la fiscalité qui s'ouvre demain et qui dure 2 jours. Oui, absolument. Je vous remercie de me donner vraiment, de m'avoir donné l'occasion de parler donc de ces assises-là. Merci pour votre disponibilité et vous restez avec nous pour la suite du journal. Et pour la suite du journal, la convergence des peuples pour la promotion du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé et ses partenaires ont organisé une cérémonie de remise de prix ce mardi en marge du sommet du 9e TAC tenu à Abidjan. Pour l'occasion, une dizaine de personnalités ont été distinguées. Pascal Canet pour le film de la cérémonie. Ils sont des personnalités politiques, économiques, culturelles et diplomatiques à être distingués ce soir à cette 5e édition de la COP-TAC. Leur point commun, avoir contribué de par leur activité et leur comportement à la promotion de l'amitié entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Parmi ces personnalités, le jeune entrepreneur burkinabé Ibrahim Ouedraogo. Promoteur du centre de formation professionnelle en conduite d'engins miniers, santé et sécurité au travail, il a fait ses preuves au Burkina Faso et propose désormais son expertise à la jeunesse ivoirienne et à la diaspora burkinabé. Son centre de formation, en plus d'offrir des opportunités d'emploi, est un pôle de brassage entre burkinabés et ivoiriens. Je suis content, cela nous pousse à plus d'ardeur dans notre domaine d'intervention, ce qui est la formation des jeunes et le renforcement des capacités des opérateurs d'engins et autres. La convergence des peuples pour la promotion du TAC, par ses distinctions, entend faire la promotion de l'amitié entre les peuples burkinabés et ivoiriens, une sorte de TAC des peuples. Cette activité a véritablement un sens. Pour nous, société civile, bras civil du TAC, nous décidons comme ça d'encourager ces personnes-là et à véritablement continuer dans leur lancée. Et donc, c'est ce qui a valu la réalisation de l'activité aujourd'hui. Désormais ambassadeur du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et son pays, Ibrahim Ouedraogo et les autres lauréats savent qu'ils doivent être des exemples pour la jeunesse, ce qui implique des comportements des rassembleurs. C'est d'avoir confiance en eux-mêmes et vraiment se lever pour se battre. Parce qu'on ne peut pas tout mettre sur les épaules des autorités. Nous devrons aussi se lever pour faire quelque chose et espérer avoir aussi d'accompagnement afin de pouvoir prendre notre indépendance aussi. Les promoteurs de la COP-TAC donnent rendez-vous en juillet 2023 à Ouagadougou à la 10e conférence du TAC dans l'espoir de distinguer d'autres personnalités modèles dans la promotion de l'amitié entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et puis le Burkina Faso qui abrite une forte communauté ivoirienne, des Ivoiriens qui sont surtout présents dans le commerce, la restauration et les débits de boissons, mais aussi les banques et autres services. Si pour certains c'est une cohabitation qui dure une dizaine d'années, pour d'autres c'est une trentaine d'années. Comment se sentent-ils au Burkina Faso? Quelles sont les difficultés qu'espère-t-il plutôt du 9e TAC qui vient de se clore hier à Abidjan? Plus de précisions dans ce dossier signé Paul-David Bambara et Messola Nkigma. Charles Ouleneye Teyi est un Ivoirien qui vit au Burkina depuis plus d'une dizaine d'années. Il évolue dans le secteur de la communication. Je suis au Burkina Faso depuis 2003, donc ça fait 18 ans que je suis là. Je suis marié à une femme burkinabé, on a 3 bons enfants. Voilà. Je suis dans le domaine de la communication et du journalisme. J'ai mon journal en ligne Info Frontières. 7e président de l'URECIB, l'Union des ressortissants de la Côte d'Ivoire au Burkina, Charles Teyi gère une communauté forte de 13 000 âmes qui travaillent dans divers secteurs d'activité, dont la restauration, le commerce, les mines, les banques et d'autres secteurs relevant de l'informel.
C'est une communauté qui vit en parfaite harmonie avec la population hôte. Cette intégration se fait sans difficulté majeure. Et comme moi, il y a certains qui ont déjà 18 ans, 19, plus que moi, 25 ans, 30 ans. On a des doyens de 30 ans. Parce qu'on a nos mamans qui sont ici, qui sont venus avant l'indépendance. Ils sont venus s'installer avec leur mari qui est burkinabé. Sincèrement, je sais que la femme, c'est le vrai moyen intégrateur. C'est elle qui fait l'intégration des peuples. Sincèrement, il y a beaucoup de frères ivoiriens, de sœurs ivoiriennes qui ont épousé les burkinabés. C'est vrai qu'avec certains, il y a quelques difficultés qu'on gère au quotidien, mais en parfaite harmonie. Et puis, je ne saurais profiter de votre micro pour remercier les autorités burkinabées pour l'attention qu'ils portent aux Ivoiriens, même aux autres communautés étrangères vivant au Burkina. Voilà, parce que bon, il y a quand même une gendarmerie qui est mise à disposition des communautés qui sont au quotidien avec nous, qui gèrent nos difficultés et quelquefois les moments de joie. Il y a également la police, un secteur de la police qui se charge des communautés, qui gère au quotidien nos réalités, donc c'est à saluer. Aucune difficulté également dans l'établissement des actes administratifs, mais plusieurs enregistrés sur l'axe Abidjan-Ouagadougou. Il s'agit entre autres des trafics de tous ordres et les tracasseries routières. Mais pour l'URECIB, les lignes de l'intégration bougent malgré ces couacs. Peut-être que ça ne bouge pas comme nous, population, nous souhaitons, mais ça bouge. Avec l'autoroute Abidjan-Ouaga, ça évolue tant bien que mal. Ah, c'est pas parce qu'on a dit qu'il faut promouvoir la libre circulation des biens et des personnes que tu te lèves là-bas avec je ne sais quoi, avec ton matériel, sans document qui justifie que cela t'appartient, tu traverses. Non, mais c'est pas ça. La libre circulation des biens et des personnes va avec le contrôle. Au niveau de la communauté, tous ceux qui se sont plaints, c'est ceux-là qui ne sont pas venus, qui ne détiennent pas leur pièce d'identité ivoirienne. Donc quand ils arrivent, ils sont obligés de négocier ou de passer par d'autres chemins. Voilà. Je crois qu'il faut encourager nos chefs d'État, voilà, à ce que les décisions qu'ils prennent soient appliquées sur le terrain pour le bien de nos deux peuples. L'Union des ressortissants de la Côte d'Ivoire au Burkina a vu le jour en 1996 et œuvre pour la consolidation des liens fraternels et la solidarité entre les Ivoiriens vivant au Burkina. Son souhait pour ce 9e TAC est le renforcement des relations pour le bonheur des deux peuples. Les 12e UACO, les universités africaines de la communication de Ouagadougou, se tiendront en novembre prochain. Le ministre de la Communication vient de procéder à l'installation du comité d'organisation de la manifestation. Au cours de la cérémonie, le chef du département de la communication a dit attendre de ses acteurs des réflexions innovantes pour la réussite des prochaines UACO. Caroline Maré. Je voudrais donc à cette occasion déclarer installer le comité national d'organisation de la 12e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou. Des réflexions innovantes pour la réussite des UACO en novembre prochain, voici exprimer l'attente du ministre de la Communication envers les comités d'organisation. Le directeur général de la radiodiffusion télévision du Burkina est désigné pour piloter le comité national d'organisation des UACO QV 2021. Quant au comité scientifique, il est présidé par le professeur Serge Théophile Balima. Les expertises des deux personnalités sont reconnues dans le secteur de la communication. Il s'agira ici dans ces UACO de ne pas compétir, mais en tout cas sur la base de thèmes, de thématiques, sur la base de visions convenues par le comité scientifique essentiellement, de bâtir en tout cas des échanges, des communications pour nous enrichir aussi bien pour nous les journalistes, les communicants burkinabés, mais aussi pour l'ensemble du continent, sinon j'allais dire pour le monde entier. Il suffit de regarder dans les rétroviseurs des 11 éditions passées pour se rendre compte que ce n'est plus une édition simplement africaine, mais c'est une édition internationale et qui concerne l'ensemble des experts du secteur de la communication.
Ce rendez-vous est avant tout celui des praticiens et théoriciens de la communication. Cette édition qui se prépare se fait un devoir de le tenir comme tel. Ces UACO se sont révélés donc au fil du temps, depuis leur création, comme étant un espace d'excellence, comme étant un espace de formation, comme étant un espace d'échange entre les praticiens, les théoriciens du secteur de la communication, comme étant aussi un champ de récolte où après chaque UACO, nous pouvons tous repartir avec des richesses en matière de connaissances dans le secteur de la communication. Tribune reconnue comme celle des échanges et de l'apprentissage, les UACO s'ouvrent non seulement aux experts, mais aussi aux étudiants et autres publics intéressés par les thématiques. Dans notre feuilleton Une semaine A, nous sommes cette semaine à Bitou, dans le centre-est. La commune dispose d'un bureau de douane avec une annexe en position avancée au niveau de la frontière avec le Ghana. Le bureau s'occupe de transit de marchandises en provenance du Ghana. Il accomplit également d'autres opérations telles la mise à consommation, le contrôle des voyageurs. Zoom sur une activité très dense de la douane à Bitou avec Sekou Zongo et Suleiman Sanou. Le poste de douane de Bitou, implanté dans la commune avant les indépendances et précisément en 1956, un véritable poumon économique aussi bien pour la commune que pour le budget national. La douane de Bitou est réduite aujourd'hui aux activités de transit des marchandises, à la mise à la consommation, à la lutte contre la fraude et au contrôle des voyageurs. Dès sa création, le bureau de douane de Bitou couvrait deux frontières, celle du Togo située à 39 km et du Ghana à 15 km de Bitou. Mais depuis la création du poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cancé, le poste de douane de Bitou a perdu son lustre d'antan. Avant la mise en œuvre du PCJ, le bureau couvrait deux frontières. Et il va sans doute qu'avec la mise en œuvre du PCJ, actuellement, le bureau couvre seulement une seule frontière, donc l'activité a fortement baissé. Premièrement, c'est vraiment une baisse de trafic au niveau de Bitou, parce que si on prend à titre d'exemple, en 1995, le bureau de douane de Bitou a traité plus de 95 000 véhicules en transit, contre pratiquement moins de 6 000 en 2020. Vous voyez quand même l'écart que ça crée. Donc pour montrer à quel point l'activité au niveau des bureaux de douane de Bitou a baissé. Une baisse des activités douanières qui n'est pas sans conséquence. Les recettes de ce poste au profit du budget national ont considérablement chuté et l'effervescence autour du poste de douane s'est beaucoup estompée. C'est grâce à la douane d'ailleurs que nous avons été érigés en commune urbaine. C'est grâce à la douane qui était là qui a boosté le développement de la commune et beaucoup de jeunes y trouvaient leur compte. Tout le monde était satisfait, quoi. Mais depuis le départ de la douane, Bitou est resté, nous sommes en désarroi, ça ne va pas du tout. Autour de l'ancienne douanière s'est mêlé un certain nombre d'activités au regard du trafic qui s'est passé ici. Mais depuis la mise en œuvre du PCJ, ces activités ont connu vraiment un ralentissement et ça se ressent même sur le quotidien même, au niveau même de la ville. En tous les cas, Bitou reste une ville carrefour avec ses corollaires, le grand banditisme, le trafic de stupéfiants et la fraude, en témoigne ce couloir situé à la frontière avec le Ghana. Le travail des services de douane devient complexe quand on sait qu'en plus de ces maux, le manque de collaboration des populations constitue un véritable handicap. Malgré tout, les résultats sont encourageants. Nous avons pu quand même, au cours de l'année 2020, quand même, saisir un certain nombre de produits, notamment la drogue, du chanvre indien, d'une soixantaine de kilos. Voilà, dans nos activités de lutte contre la fraude, on a pu également saisir du sucre,
en poudre. Vous savez que le sucre est soumis à autorisation spéciale à l'importation. De l'huile alimentaire également, qui est également soumis à autorisation spéciale. Et si nous faisons en fait le point en 2020 par rapport à ce que nous avons fait, on peut estimer en tout cas, en dehors, si on met en dehors de la drogue, et les autres produits, ce sont des produits d'une valeur de plus de 50 millions, en fait, que la brigade de l'île a pu saisir, en tout cas dans le cadre de ses activités, voilà, de lutte contre la fraude. Le bureau de douane de Bitou reste important, nonobstant la création du poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cancé. Pour rester viable et profitable à l'ensemble de la commune, appel est lancé à la population à une meilleure collaboration. Et toujours à Bitou, où beaucoup d'embouteillages sont constatés dans la ville, embouteillages dus au trafic important en provenance du Ghana, du Togo, du Niger et même de la Côte d'Ivoire. Pourquoi cet embouteillage? La réponse avec Sekou Zongo et Souleymane Sanou. La croix et la bannière pour les camionneurs sur l'axe Bitou-Saint-Cancé. Nous faisons face aux bouchons chaque jour. Il faut qu'on trouve une solution. Une longue file, des camions qui avancent à pas de tortue, par choc contre par choc. Des motocyclistes et des piétons obligés de faufiler entre les camions pour se frayer un passage. Bref, c'est le visage que présente la ville de Bitou après l'ouverture de la barrière douanière. Un spectacle qui dure depuis des années. C'est une situation qui occasionne beaucoup d'accidents. Regardez vous-même la file. Il y a beaucoup de trafic de route là même, c'est pas bon. Là, on est trop fatigué quoi. On va faire comment? C'est doucement, doucement. On va partir doucement. Ici, là, il n'y a pas plage. C'est comme ça. Hein? Comme l'appareil là, ça prouve un peu en retard. Ça fait que la pluie est beaucoup ici quoi. Ça charge, c'est comme ça. Vraiment, il y a beaucoup de cyclones, on fait beaucoup de cyclones. C'est lancé, mais on n'a rien fait d'avant. C'est lancé gratuit ici. D'accord, Cette densité du trafic à Bitou n'est pas sans conséquences et ce sont les conducteurs de camions qui en font les frais. Perte énorme de temps et de carburant sur un tronçon de moins d'1 kilomètre et accentuée par l'acquittement obligatoire des taxes communales, dites taxes de stationnement. Voilà, par exemple, là c'est trop gâté. Et puis tous les jours, on prend l'argent. Ça camion 1000 francs, 1000 francs. C'est pas bon. C'est pas bon. Hein. Au fait, c'est des tickets de stationnement pour les camions gros porteurs. Bon, à l'aller, ils prennent le ticket à 1000 francs. Mais le retour, ils viennent stationner dans la commune sans payer le ticket encore. Le ticket, ça se paye une seule fois seulement. Le conseil communal dit être conscient des défis à relever en termes de disponibilité d'espaces de stationnement. Il appelle les usagers à plus de civisme fiscal afin d'avoir les moyens de ses ambitions. L'actualité à la une ce soir, c'est la campagne agricole difficile dans la boucle du Mouhoun avec un retard dans la partie est et ouest. Et en plus de la rareté des pluies, les producteurs déplorent la lenteur constatée dans la mise à disposition des intrants, surtout l'engrais. Le constat avec Karim Ouedraogo sur place à Dédougou. Nous sommes à Kibiri, à une vingtaine de kilomètres de Toma dans le Nayala. Ici, Yaya Paré et sa famille sèment de l'arachide. Ils exploitent un champ d'une superficie de plus de 5 hectares. Nous avons fini de semer le petit mil, le sorgho et le maïs. Nous sommes actuellement en train de semer les arachides. Juste après ça, nous allons attaquer le sésame. Comme eux, la plupart des producteurs de cette localité poursuivent toujours les opérations de semis à une semaine de la fin du mois de juillet. L'année dernière, on a commencé très tôt et nous avons même commencé en mai. Mais cette année, malheureusement, comme il n'y a pas de pluie, nous sommes obligés de commencer en juillet. Non loin de Kibiri à Toma, c'est le sarclage dans le champ des Jérémy Toé. En plus des difficultés liées à la pluviométrie, il a du mal à se procurer l'engrais subventionné.
Et puis avoir au moins 2 sacs, mais c'est pas suffisant. Bon, moi, il me faut au moins 6 sacs pour pouvoir, MPK et 4 sacs et puis urée et 2 sacs là, ça peut. Actuellement, il n'y a pas d'engrais au niveau de l'agriculture. J'ai même passé là-bas, on dit que, en tout cas, il n'y a pas d'engrais, il y a manque d'engrais. Autre lieu, même constat. À Tougan, dans le Sourou, c'est la course contre la montre pour attraper le retard. Les opérations de semis ont débuté en fin juin et se poursuivent actuellement. Certains plans sont au stade de levée. En ce qui concerne les intrants subventionnés, la quantité disponible est insuffisante pour le moment. Une situation due à un retard de mise à disposition des intrants par les prestataires internationaux, selon les responsables en charge de l'agriculture, ce qui n'est pas sans conséquence sur les cultures. C'est avant-hier que nous avons reçu en tout cas la totalité des intrants pour les 5 autres communes qui restent. Bon, le retard par rapport à la mise à disposition des intrants, je pense que ça va jouer un peu sur en tout cas la croissance des plants. Voilà. Quand on voit certaines parcelles, que le maïs par exemple qu'on a semé 3 semaines, 4 semaines, voilà, on a sarclé, voilà, on n'a pas d'intrants pour appliquer, en tout cas ça va forcément jouer en tout cas sur la croissance des plants et forcément sur le rendement. Avec la régularité des pluies observées ces derniers temps, les producteurs gardent espoir malgré l'installation tardive de la campagne. On se dit qu'avec la lue là, ça peut aller. Si la pluie continue en tout cas, on se dit que ça va marcher. Là où on est aujourd'hui quand même, la situation dans l'ensemble, en tout cas on a pu rattraper les retards là, avec la régularité des pluies, voilà, et la bonne répartition également. Sinon, effectivement, il y a un retard qui a été accusé, mais aujourd'hui, quand on voit la physionomie des plants, voilà, nous sommes satisfaits en tout cas quant à l'évolution actuelle de la campagne. Dans la Boukou de Mouhoun, les provinces des Baouan et des Balais sont les mieux arrosées depuis le début de la campagne agricole selon le directeur régional en charge de l'agriculture. Les prévisions en production céréalière s'élèvent à 1 067 000 tonnes pour cette campagne agricole. Et puis le directeur général des productions végétales était notre invité à 13h pour Pascal Soubega. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. La campagne agricole n'est qu'à ses débuts sur la question de la non-disponibilité des engrais. Le directeur général des productions végétales apporte des éclairages. Je vous l'invite à le suivre. Le Burkina est victime, comme d'autres pays, comme pratiquement tous les pays à travers le monde, donc d'une crise, j'allais dire, au niveau des engrais. Parce que du fait de la Covid-19 qui a entraîné donc un confinement dans les grands pays de production, alors la production a fortement baissé. Et la matière première même manque. Nous suivons par exemple un bulletin assez régulier de l'association ouest-africaine donc de l'engrais qui montre que pratiquement tous les pays sont touchés. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, il y a rupture, c'est ce que le bulletin dit. Le Ghana, il y a rupture, ça c'est en Afrique de l'Ouest ici, tout comme au Burkina, il y a rupture. Vous allez au Maghreb. Je prends le cas de l'Algérie, il y a rupture. En Afrique australe, l'Afrique du Sud, la Zambie, il y a rupture. En Afrique centrale, vous prenez le Rwanda, il y a rupture, et même dans d'autres pays. Donc, et comme la production a baissé, et tout ce qui est rare est cher, disent les économistes, les prix ont flambé. Donc, du coup, beaucoup d'importateurs se retrouvent aujourd'hui avec 2 problèmes. La rareté donc, du produit et des coûts qui sont assez excessifs. Donc c'est ce qui explique que nous soyons dans ce contexte. Mais bon, au niveau du ministère quand même, nous avons fait l'effort de pouvoir disponibiliser un tant soit peu les engrais, parce que nous avions donc un stock que nous avons déployé. Nous avons un stock que nous avions constitué l'année dernière, que nous avons déployé. Ce n'est certainement pas suffisant, mais c'est déjà ça. Mais il y a aussi quand même des initiatives, des commandes qui sont en cours, qui attendent d'être livrées. Il y a un fournisseur qui a déjà pu livrer pour 4 régions, donc Sud-Ouest, Cascade, au bassin et boucle du Mouhoun. On attend la livraison d'un autre fournisseur. Mais il y a aussi que la centrale d'approvisionnement
en intrants et matériel agricole que le gouvernement a mis en place avec les acteurs privés et se bat actuellement pour faire entrer environ 17 000 tonnes qu'ils ont pu acquérir au Togo avec l'appui du ministre en collaboration avec son homologue du Togo. On a pu de façon exceptionnelle avoir à travers cette centrale 17 000 tonnes qui sont en train de quitter Lomé. Les camions sont en train de quitter Lomé. Et grâce au Minefeed, il y a une facilitation pour le passage en douane pour qu'on puisse recevoir ça assez diligemment. Voilà, c'était là donc le directeur général des productions végétales qui donnait des éclairages sur la non-disponibilité des engrais. Et puis, toujours les nouvelles de la campagne agricole 2021-2022 en cours au Burkina pour dire que la campagne de production est véritablement lancée dans les différentes régions du pays. Et si le retour des précipitations constatées se poursuivent, l'espoir est donc permis pour une bonne saison. C'est le constat fait par une de nos équipes à travers ce portrait d'un producteur sémencier en la personne de Alidou Bandé. L'équipe l'a rencontré à Kagzense dans le Bazega. On suit son portrait avec Ernest Kambiré. Il retourne cette année encore au champ avec la même ambition. Contribuer à améliorer le taux d'utilisation de la semence de variété améliorée et contribuer à assurer la sécurité alimentaire des Burkinabés. Alidou Bandé est producteur semencier établi à Kagzense dans la commune rurale de Doulgou dans le Bazeiga. Producteur modèle, il est bien conscient du changement climatique et bien au parfum des nouvelles techniques culturelles. Pour la campagne agricole 2021-2022, il exploite 26 hectares de plusieurs spéculations en semences. Cette année, je produis du maïs sur 5 hectares, 6 hectares de sorgho, de l'arachide et du niébé. Sur ces terres agricoles non loin de Ouagadougou où nous l'avons retrouvé, c'est un producteur très averti des itinéraires techniques de production semencière en pleine activité d'entretien de ces 11 hectares de maïs variété Wari qui nous propose une visite guidée sur ce site de 13 hectares entièrement clôturé. Le sens de l'entretien, c'est pour permettre à la plante de bien se développer et mieux produire. Qu'à cela ne tienne, la saison est véritablement lancée chez les bandits. Et les espoirs se fondent sur Dame Nature afin qu'elle traduise ici, en tonnes de semences de variétés améliorées, les journées de travail en continu de cette famille de producteurs. Un portrait de Alidou Bandé que vous pourrez découvrir plus largement dans le numéro du mois de votre émission de développement rural Plein Champ qui sera diffusée ce soir même sur les antennes de la télévision du Burkina à partir de 21h30 dans une présentation de Ernest Kambiré. On s'arrête là donc pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.